à l'école primaire ou au lycée, on dit qu'est-ce qu'on a vu hier? On a vu hier que l'histoire est la connaissance du passé basée sur les écrits. Encore que c'est faux. L'histoire serait les écrits que qui avaient écrit. Bon, on va pas revenir dessus. En fait, vous savez que lorsqu'il y a la guerre, ce qui se passe, c'est que c'est l'histoire de celui qui est vivant qu'on doit adopter. Sauf si à côté de celui qui est resté vivant, il y a quelqu'un qu'on croyait mort et qui finalement va venir déconstruire l'histoire qui avait été racontée. Et on va se rendre compte finalement que peut-être l'histoire, comme on avait dit, l'histoire est la connaissance du passé basée sur les écrits, et qu'on s'était basé sur les écrits des personnes qui étaient restées vivantes, et elles nous ont raconté la fausse histoire, c'est celui qui serait resté vivant par après qui va venir déconstruire cette histoire. Et c'est peut-être ce que Maître Gims a tenté de faire dans sa sortie de l'autre jour, qui aujourd'hui lui vaut les coups qui viennent de partout. En réalité, quand je vous demande de restituer le précédent cours, je n'attends pas des gens qui vont venir me dire les outils de connexion avec le public, on a du l'humour. Je veux quelqu'un qui monte sur la scène et qui tente de faire l'humour. Si tu ne maîtrises pas, j'avoue que je ne sais pas vous faire rire, mais si j'avais su le faire, c'est par ça que j'aurais commencé. Parce qu'un des outils de connexion avec le public, c'est l'humour. Tu commences par... Je ne veux pas qu'on commence à les citer, Un des outils de connexion avec le public, certes, c'est l'humour, mais savez-vous qu'au Cameroun, 75% des personnes qui se disent humoristes n'en savent pratiquement rien. Je dis vraiment n'importe quoi. Que les humoristes ne tirent pas sur moi, je suis dans un exercice. Est-ce que vous comprenez? Donc ne viens pas commencer à... Et quand tu poses cette question, qu'est-ce qui suit derrière? Un autre élément, c'est la statistique. La statistique, c'est le pourcentage que tu viens de donner. Ou encore, un autre élément, c'est la question. Au-delà de toute chose, est-ce que vous savez quand même qui est le meilleur humoriste? Est-ce que vous savez entre tel et tel humoriste qui est le meilleur? Maintenant, il faut savoir. On s'est dit quoi quand il fallait poser des questions? Il faut poser des questions dont tu as à 95% la réponse qu'on va te donner. Parce que la réponse qu'on va te donner, c'est en fonction de cette réponse que tu vas poursuivre ton discours. Et comme tu as préparé ton discours à l'avance, et que tu sais que lorsqu'il va me dire telle chose, voilà où moi je vais partir, ne lui pose pas une question aussi ouverte, aussi large. Sauf si tu es préparé que quelle que soit la réponse qu'il va te donner, je vais trouver un moyen de revenir dans mon discours. Ne te fais pas piéger par ça. Donc, un des éléments, c'est la question. C'est pour ça que moi, je viendrai toujours sur la scène et je vais probablement vous demander, qui a pris la moto en venant ce matin? En fait, quelle que soit la réponse que vous allez me donner, il pourrait en avoir qui le font et peut-être pas. Mais peut-être la suite de mon discours serait en relation avec les accidents de la circulation. Si mon objectif, c'est vous parler des accidents de la circulation, que quelqu'un ait pris la moto ou la voiture, c'est accident de la circulation. Donc, je sais que je peux rattraper ça de manière la plus évidente possible. Et l'autre chose, enfin, c'est le storytelling. Même si je n'ai pas cité le sourire, le regard, l'humour et tout ce qui va avec, le storytelling. C'est l'art de raconter des histoires. Et raconter des histoires, on a évoqué plus ou moins comment raconter des histoires. On peut commencer à raconter une histoire par sa fin, on peut commencer à raconter une histoire par une leçon, on peut commencer à raconter une histoire par un point fort de l'histoire. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas la leçon, ce n'est pas le début, mais c'est un point fort de l'histoire, un moment marquant de l'histoire. Je peux par exemple dire, et soudain, la voiture l'a percuté. Nous étions le 20 décembre. Quand j'ai dit « et soudain, la voiture l'a percuté », l'objectif, c'est d'attirer l'attention des gens. Qu'est-ce qui s'est passé? La voiture a percuté qui? En fait, on parle de quoi? Donc, pendant qu'ils se posent toutes ces questions-là, je commence maintenant mon histoire. Et les gens sont en train d'attendre le moment où la voiture l'a percuté. C'est une partie de l'histoire. Et ce qu'on doit retenir de cette histoire, c'est que chaque fois que vous allez fournir des efforts, forcément, vous pourrez avoir des résultats. Et au moment où je vous parle, il est président de la République, mais je vous dirai le pays à la fin. C'est l'histoire de ce jeune garçon. Et maintenant, je commence l'histoire. Je vous ai déjà donné, vous savez déjà qu'à la fin de l'histoire, il sera président de la République. Mais pourquoi je n'ai pas donné le pays? Parce que si je vous avais donné le pays au début, vous aurez su de qui je parle et puis ça aurait pu donner le même truc à l'histoire. Donc, vous cherchez déjà, être intéressé par l'histoire en elle-même et deux, la personne concernée par l'histoire. Donc, il faut savoir qu'est-ce que vous donnez aux gens lorsque vous décidez de raconter des histoires. Ça, c'est ce qu'on s'est dit la dernière fois lorsqu'on parlait du storytelling.
Le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires et c'est une arme fatale pour tout orateur. Un orateur doit savoir raconter des histoires. Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont fausses? Ce n'est pas ça la question. Et je vous ai pris l'exemple de mon professeur de français quand je faisais troisième. Il nous racontait toujours des histoires jusqu'à ce qu'un jour, un élève, a eu le courage de lui demander, monsieur, est-ce que ce que vous nous racontez là est vrai? Il dit oui. Toutes ces histoires sont vraies parce qu'elles existent dans ma tête. Donc, si tu as la capacité de construire une histoire, oui, tu peux donner du sens, tu peux dire que ton histoire est vraie. Que les gens ne viennent pas commencer à dire qu'elle est inventée, elle est fausse. Inventée par qui? Par toi-même. Oui. Ton histoire, elle est vraie. Ça, c'est plus ou moins ce qu'on a vu la dernière fois. Et puis l'autre chose qu'on a parlé de la posture. La dernière fois, on a parlé de la posture. Quelle est la posture que vous devez avoir quand vous êtes devant sur la scène? Quelle est la posture que vous devez adopter? Et puis, je me rappelle, j'ai vu l'exercice sur le discours présidentiel. J'ai vu des gens venir ici et quand ils ont fini, on a dit belle posture, belle allure, belle... Ça veut dire que vous devez vous rendre compte que je fasse mon discours comme ceci et que je fasse mon discours comme ça, même quand je n'ai pas encore parlé, ça change le discours. Donc, si vous n'apprenez pas à contrôler votre posture, votre corps, et on s'est dit, la posture, c'est comme ce que vous appelez les posters. La différence, c'est que le poster, c'est la position que j'occupe sur une photo. La posture, c'est la position statique que j'occupe au moment où je m'exprime. On est d'accord? Donc maintenant, il faut avoir une posture qui me mette en avant, qui fasse ressortir mon discours et qui fasse ressortir la meilleure version de moi-même en tant qu'expression physique, ce que les gens sont capables de voir. Parce qu'on a dit la dernière fois que lorsque vous prenez la parole en public, vous êtes vu, vous êtes perçu et vous êtes entendu. Ça veut dire en réalité que quand tu prends la parole en public, le minimum, lorsqu'on te voit, ça veut dire que la personne qui te voit doit aimer ce qu'il voit. Donc, ton accoutrement, qui rentre dans les éléments qui constituent le contenu réel de ton discours. Parce que les gens ne savent pas. C'est que tu as un discours magnifique, et ça pose le problème qu'on a vu l'autre jour, le messager. Tu as un discours magnifique, mais la personne qu'on voit en face, on dit que ça, c'est qui ça? Comment quelqu'un se met là, il dit que je vends les chaussures de premier choix. Et tu regardes sa chaussure et tu dis que, ok, nous on a compris. C'est ça le problème. Il va vous dire que non, j'ai le téléphone, c'est ci, j'ai cela. Et quand tu regardes son téléphone, tu dis, ok, d'accord, on a compris. Et ça va donc, pour quelqu'un qu'on voit, qui vient sur la scène pour nous proposer quelque chose, il faudrait donc que son message soit en adéquation avec ce que les gens voient. Maintenant, la personne est perçue. La perception, c'est que lorsqu'on te voit, on commence à imaginer ce que tu peux dire, ce que tu peux faire. Il y en a qui vont estimer que oh, celui-là, c'est du nul, ça ne sert à rien. Et il y en a qui vont dire waouh, magnifique. Maintenant, il faudrait que ce que les gens perçoivent, que tu produises un résultat qui fasse en sorte que ceux qui percevaient quelque chose de mauvais, qui se retrouvent dans le bon sens, et ceux qui percevaient quelque chose de bon, que tu viennes simplement confirmer et corroborer ce qu'ils sont en train de dire. Et il faut savoir que lorsque tu es en public, tu es entendu. Et lorsque tu es entendu, le minimum, c'est que tu aies un volume de voix qui soit conséquent pour que les gens puissent se percuter. Et l'autre chose qu'on s'est dit au dernier module, je fais ça vraiment de manière rapide, c'est qu'un orateur, c'est quelqu'un d'authentique. Et la notion d'authenticité nous est venue d'une question posée par Meyer-So. Parce qu'en réalité, ce qu'on s'est rendu compte que lorsque vous suivez longuement un certain orateur, il peut vous arriver d'avoir envie de lui ressembler. C'est ce qu'on voit avec certains humoristes sur la scène. C'est que quand on met la comédie de X, tu écoutes, tu ne vois pas qui est l'acteur et tu te dis « Ah, Fingon Tralala, ah, Moussi le charismatique ». Après, quand tu regardes le visuel, tu te rends compte que ce n'est ni l'un ni l'autre. Simplement parce que celui qui est en train de faire le sketch a tellement voulu leur ressembler que lui-même, il a perdu son authenticité. Lui-même, il a perdu son identité. Et ça fait problème. Donc, tu dois être toi-même en tant qu'orateur. Oui, tu dois t'inspirer des autres. Oui, tu dois apprendre de ce que les autres proposent, mais tu dois être toi-même. Tu dois faire en sorte que quand tu prends la scène, qu'on ressente ton identité. Et c'est ça qui va définir ton authenticité. Et on s'est dit aussi que lorsqu'on prend la parole en public, il y a au moins
cet élément qu'on doit pouvoir respecter, cette approche de pourcentage-là, qui a priori ne veut rien dire quand c'est présenté ainsi. Le 7, 38, 55, c'est simplement les éléments qui constituent l'ossature même de ton message. Il faut savoir qu'à chaque fois que tu dois prendre la parole en public, tu dois utiliser des mots. Et les mots que tu utilises ne comptent que pour 7% de ton message. En fait, quand je dis que les mots ne comptent que pour 7% du message, il y a une catégorie de personnes qui estiment que ça veut dire que les mots ne sont pas importants. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Les mots ne comptent que pour 7%. Pourquoi je dis ça en ces termes, ne comptent que? Parce que j'ai souvenance que parfois on donne des exercices aux gens. On demande aux gens de prendre la scène, de s'exprimer. Et on les voit faire. Il écrit, il bat, il écrit, il bat. Ils sont en train de chercher les mots qui sortent de l'ordinaire pour tenter de mettre leur discours. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tu puisses trouver non seulement des mots, que tu aies l'intonation qui va avec. Ça renvoie dans l'intonation. Il faut que l'intonation de ta voix, ce qui pourrait traduire à l'accent que tu utilises à un moment donné, puisse être en adéquation avec, le message que tu as l'intention de transmettre, mais encore, le public. Tout à l'heure, lorsqu'on a remarqué les exercices qui ont été faits, on s'est rendu compte que certains ont parlé aux enfants, mais on n'avait pas l'impression qu'ils s'adressaient aux enfants. Donc, ils n'ont pas respecté le public. On a dit qu'ils avaient pour certains d'entre eux le bon objet, ils avaient même certains le bon message, ils avaient le bon moyen, ils avaient probablement le bon environnement. Mais à un moment ici, qu'est-ce qu'on faisait? La voix qu'ils utilisaient, l'expression du visage, vous êtes vu, l'expression du visage. Donc pendant qu'il me parle et que je le regarde, son visage ne me transmet pas ce qu'il est en train de dire et ça pose problème. Et son visage qui doit te transmettre ce qu'il est en train de dire rentre dans ce qu'on a appelé le non-verbal. Le non-verbal. Lorsque tu es en train de parler, ce qu'on s'est dit, c'est que quand tu es en train de parler, ton corps parle plus fort que ce que toi tu dis. C'est ça qui rentre dans l'approche du non-verbal. Donc, il faut savoir que quand vous prenez la scène et que vous montez sur la scène, avant d'ouvrir la bouche, votre corps parle tellement fort que lorsque vous ouvrez la bouche, on ne vous entend pas. Et la preuve, ce qui se passe, c'est que ce que vous ne dites pas pèse davantage que ce que vous dites. Ce que vous ne dites pas a plus de poids que ce que vous dites. Votre nom, enfin, dans ce que vous ne dites pas ici, on fait simplement allusion au verbal, aux mots qui sortent de votre bouche. Maintenant, quand je dis ce que vous ne dites pas, je fais allusion à quoi? À votre corps. L'expression de ton visage, ta posture, ton regard, ton déplacement, le mouvement sur la scène. Chaque élément qui constitue la posture. On s'est dit ici que lorsqu'on parle de posture, on doit pouvoir diviser le corps en 5 principales parties. Dans un premier temps, on devait évoquer quel est le comportement de cette partie, à partir du cou jusqu'à montant. Donc, en réalité, simplement la tête. Parce que tu vas venir ici, tu es en train de parler et puis on voit ta tête, c'est seulement en train de faire comme ça. Donc, tu ne sais pas ce que tu vas faire de ta tête. Tu vas te mettre devant les gens, on ne sait pas ce que tu as du mal à manager ta tête. Donc, un des éléments de la posture, c'est qu'est-ce que je fais de ma tête? Ensuite, qu'est-ce que je fais de mes épaules? Parce qu'il faut comprendre que j'ai coupé ici ma tête et ensuite mes épaules ont un rôle. Est-ce que je suis comme ça? Parce que quand je suis comme ça, vous allez me dire que là, je fais allusion à mes bras. Quand je suis comme ça, quand je suis comme ça, quand je suis comme ça, c'est la position de mes épaules. Et à chaque niveau, la position de mes épaules traduisait quelque chose. À côté, on s'est dit, qu'est-ce que je fais de mes bras? Comment j'utilise mes bras pour m'exprimer? Et en fonction de comment je me retrouve dans une posture où mes mains sont en train de faire comme ça, là, pardon. Mes mains sont en train pendant que je suis en train de parler, chacun est en train de se voir que ça ne va pas, que celui-là est devant, comment il est en train. Mais quand je me mets comme ça, je m'adresse aux gens, je m'exprime avec une certaine autorité, avec une certaine prestance, et mes mains qui font le bon mouvement, on dit waouh, magnifique. À côté, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait de ses hanches? Parce qu'il y a des gens qui vont parler, ils sont toujours en train de faire comme ça. Donc en fait, ils sont toujours en train de bouger. La hanche est en train de jouer
un mouvement qui est en train de perturber le message qu'ils sont en train d'envoyer. Si tu n'as pas la capacité de contrôler ta hanche, tu ne peux pas contrôler tes épaules, tu ne peux pas contrôler tes bras ou encore contrôler ta tête, tu es en train de perdre. Mais le cinquième élément, c'est qu'est-ce qu'il fait de ses pieds. Parce qu'en réalité, on va voir une catégorie de personnes qui, pendant qu'elle s'exprime, elle est seulement en train de faire, on ne sait pas. Elle parle, les pieds sont comme ça. On a vu, il n'est pas là aujourd'hui, Esmel, qui, chaque fois, quand il s'exprimait, il était en train de faire comme ça. Le fameux mouvement aussi. Et ce que vous devez comprendre, c'est que pendant que tu es en train de faire ça, ce qui se passe, c'est que nous, on ne suit plus ce que tu dis. Nous, on est intéressé seulement par ce fameux mouvement qui, en réalité, est en train de perturber ton message. Donc, on s'est dit donc que, étape numéro 1, je dois me rassurer que je maîtrise ma posture. Je dois apprendre à m'exprimer debout, statique, sans faire aucun mouvement. D'abord. Ensuite, je dois me rappeler que comment j'utilise mes mains. Je dois associer à ça mes mains, par ricochet, le contrôle de mes épaules. Aucune partie de mon corps ne doit bouger en dehors de ce que moi je veux. Parce que les gens, parfois, vous faites comment? Vous ne savez pas que vous êtes en train de faire ça. Hein? Parfois, tu es en public, tu es en train de t'exprimer, mais tu ne sais pas que tu es en train de bouger. Parce que ton corps même ne te laisse pas. Parce que tu es habitué à bouger quand tu t'exprimes. Ou bien la peur te fait toujours en train de... Non. Par contre, tu dois être d'abord sûr que tu maîtrises ça. Et une fois que tu es sûr que tu... Mon gars, même si tu veux voler, je te laisse voler. Même si tu veux planer, même si tu... Parce que tu sais, désormais, quand tu es sur la scène, si tu veux planer, tu as la gestuelle, la posture, le regard, le mouvement, le déplacement, tout ce qui va avec, parce que tu maîtrises déjà chaque élément. Et même quand tu décides de te déplacer, ton déplacement doit être en accord avec ton discours. On ne veut pas voir les gens qui sont sur la scène et qui, à un moment donné, sont seulement en train de se déplacer comme ça. Tu ne sais même pas pourquoi il est en train de marcher. Parce qu'il faut savoir qu'une des techniques que nous on utilise aussi en art oratoire, c'est que lorsque je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui est en train de dormir, il suffit que je change ma vitesse de déplacement. C'est-à-dire, comme je m'exprime comme ça, qui lui donne l'impression qu'il peut l'endormir, je commence à me déplacer un tout petit peu plus vite. Le simple fait de faire ses yeux comme 1, 2, 3 fois, ça va simplement le réveiller. Ce sont des techniques de formation que vous devez employer dans vos environnements professionnels. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous devez être capable de les utiliser. Est-ce qu'on est d'accord? On a dit aussi qu'un des outils de connexion avec le public, c'était la voix. Et quand je parle donc de la voix, c'est l'objet du module d'aujourd'hui, la voix de l'orateur. C'est pas ça? Donc, on va attaquer donc la voix de l'orateur.